Bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Vous le savez, tous les jours je reçois une personnalité atypique, novatrice au parcours de vie inspirant. Puisque l'on parle très souvent de bienveillance ici sur Clubhouse, mon invité ce soir conjugue empathie, bienveillance et ouverture d'esprit dans son quotidien. Aujourd'hui je reçois Bérangère Chevy. Bonsoir Bérangère. Bonsoir Lola, merci de me recevoir, je suis enchantée et ravie d'être là. Merci d'avoir accepté de venir passer un peu de temps avec moi. Avant de démarrer, je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée avec l'accord de mon invité. Donc n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main à la fin de notre entretien pour monter on stage et poser toutes vos questions. Alors Bérangère, on va remonter la frise du temps. Nous allons beaucoup parler ce soir de transgénérationnel, de mémoire familiale, des mots de nos ancêtres que l'on porte parfois sans même en avoir conscience. Tu Yes. nais dans la Sarthe, entre Angers et Paris. Tu es la cadette d'une fratrie de 3 enfants. Le 25 avril, c'est une petite Bérangère qui voit le jour alors que c'est un petit Mathieu qui était attendu de pied ferme par ta maman. C'est ça, c'est exactement ça. J'ai deux grandes sœurs qui elles-mêmes étaient attendues comme des petits garçons et j'étais la dernière chance pour ma maman d'avoir un petit garçon. Donc très vite, elle t'habille comme un garçon. C'est vrai, tout le temps de la grossesse, en fait, elle était persuadée que cette fois-ci, c'était la bonne et elle adorait faire de la couture et comme elle s'était arrêtée de travailler, elle avait vraiment conçu, pas mal d'habits et elle fait le choix, du coup, de malgré tout m'habiller en petit garçon. Alors en préparant cette interview, tu m'as expliqué que tu as longtemps porté le poids de cette culpabilité de ne pas être née avec le sexe qui était espéré. Qui dit culpabilité dit reproche, j'imagine. C'était pas conscient au début, forcément, jusqu'à, on va dire, l'adolescence et jeune adulte et en fait, j'avais de la culpabilité à ne pas avoir de clarté dans mon identité, en fait. Je voyais que, il y avait quelque chose de normal et naturel d'être, le petit garçon que j'aurais dû être et puis les années passant, après ça a généré, de la souffrance, on va dire. Tu portes des vêtements de garçon, tu deviens, et c'est le cas de le dire, un vrai garçon manqué. C'est ta façon à toi de ne pas contrarier davantage ta maman? Ouais, je pense. Pareil, c'est vraiment des moments de vie où il y avait quelque chose qui était, comme programmé. Je jouais au foot, je n'avais que amis garçons, ou beaucoup en tout cas et j'étais, très voilà, très moteur, beaucoup dans le sport, j'avais quelque chose d'assez yang, ouais, en effet. Et tu es hypersensible, mais ça tu le découvriras que bien plus tard. À cette époque, ta Yes. famille te trouve caractérielle, mais elle attribue ça au fait que tu es la petite dernière, la petite chouchoute. Ouais, c'était pas trop, enfin c'était pas caractériel, c'était, j'étais considérée un peu comme capricieuse parce que j'étais la petite dernière et que, je signifiais de façon maladroite qu'il y avait quelque chose qui posait problème, mais je n'arrivais pas à mettre les mots, donc ça pouvait être interprété comme des caprices, ouais. À 4 ans, tu commences la gymnastique que tu poursuivras à un haut niveau. Entre l'âge de 9 ans et 16 ans, quelle était ta Ouais. discipline? Alors, donc je faisais de la gymnastique, aux agrès, cheval, barre, poutre, sol et j'avais, une spécialité sur, les barres, aux barres asymétriques et c'est là que j'avais mon meilleur niveau. Et alors, je connais pas bien le milieu de la gymnastique, mais pour Mmh. moi, c'est assez féminin. C'est à ce moment-là que tu te reconnectes un peu avec ton côté fille. Ouais, oui, merci parce que c'est vrai que, une des premières choses, où j'ai touché à l'art d'une certaine façon, c'est que j'avais la chance d'avoir, 2 entraîneurs qui étaient des femmes, mais on dit entraîneurs même pour des femmes et elles me laissaient, créer la chorégraphie, de mes sols et donc j'avais le droit de choisir ma musique et je construisais la chorégraphie, entre chacune des diagonales que je devais faire, au niveau du sol et oui, on va dire que, bon malgré tout, c'est un sport qui est très engageant, hein, et qui avait quelque chose pour moi enfin, j'étais assez rigoureuse, j'étais déterminée et c'est ce qui a fait que j'ai pu faire du haut niveau. Mais, c'est vrai que d'une certaine façon, le fait de pouvoir faire, ma chorégraphie, danser, c'était une des premières façons d'aller toucher ben, en plus, quand on fait du haut niveau, on retarde sa croissance. Donc ma croissance, enfin en tout cas l'adolescence, j'avais toujours une constitution, assez masculine au niveau du haut du corps. C'est justement le sport de haut niveau qui te sauvera plus tard.
À 16 ans, la nature est ainsi faite, ton corps se transforme et tu arrêtes la gymnastique. Tu t'orientes donc vers des études de management du sport. Ouais, à la base, j'avais envie de devenir prof de sport. Et puis, de fil en aiguille, je me rends compte que la relation avec les enfants est pas forcément évidente pour moi. J'ai cette sensation de pas avoir d'autorité. Donc, je décide de m'orienter vers le management du sport et je fais une école privée pour mes 2 premières années. Et ensuite, je pars à Pessac, du côté de Bordeaux, pour faire la partie management du sport. Et à l'adolescence, toujours, tu traverses une phase d'autodestruction. Tu tombes dans Ouais. les excès, on va le dire, tu brûles la chandelle par les deux bouts. Ce mal-être, c'est lié à ton problème d'identité? C'était toujours pas conscient à ce Oui. moment-là. Il y avait vraiment une souffrance hem, d'un vide, en fait, à l'intérieur, mais qui était, sur lequel je ne mettais pas de mots. Une incapacité, à me singulariser, en fait. Donc, j'avais 2 grandes sœurs, et notamment la sœur qui est juste au-dessus, qui est sortie tôt, assez tôt. Et moi, la consigne chez moi, c'est que si on travaillait, bien à l'école, je pouvais sortir et je travaillais bien à l'école. Donc très tôt, j'ai commencé à faire la fête et à aller, voilà, en boîte de nuit, à boire, à fumer, et à conduire, parfois, voilà, avoir des conduites ordaliques, on va dire, où, soit j'étais pas forcément, en état de, soit je prenais des risques sur la vitesse ou autre, quoi. Et alors en quoi est-ce que c'est le sport qui t'aide à passer à travers les mailles du filet? Ben, en fait, le sport, c'est ce qui m'a permis, en fait, de rester, attentive et connectée à, ce qui laisse, tout le reste, surtout la partie psychique, la partie morale, la partie émotionnelle. Pour moi, c'était, la décharge nerveuse et le fait de pouvoir, aller jusqu'à la fatigue qui me permettait, de lâcher prise, en fait. Et puis aussi d'exister parce que j'avais un niveau où j'existais, grâce au haut niveau d'une certaine façon. Et j'ai voulu arrêter plusieurs fois parce que c'était la gymnastique en haut niveau, c'est assez rigoureux et c'est assez, d'une certaine façon intensif. Je j'ai eu, mon adolescence à partir du moment où j'ai arrêté, la gymnastique en haut niveau parce que, sinon ça ne pouvait pas aller avec, quoi. On ne pouvait pas boire, fumer et en même temps, être capable de tenir, 1 minute 30 en explosif, sur un sol, quoi. Donc oui, c'est vrai que le fait, de faire du sport depuis toute petite m'a permis de rester connectée avec, ce qui est vivant, ce qui est en mouvement. Il y avait beau avoir cette souffrance, psychique, ben, mon corps était, comme une antenne, en fait. Parce que, surtout quand on fait de la gymnastique, on développe sa capacité à, à développer ce sens kinesthésique qui n'est pas donné à tout le monde quand on fait pas du sport. Et pour moi, c'était un sixième sens et c'était un sens qui m'apportait beaucoup de plaisir. Après, la fac, petite anecdote amusante, tu joues les naïades pendant une saison pour Fort Boyard. Yes. Raconte-nous. Et ben, je suis dans la voiture, avec un copain et il me dit, il a en live à côté de moi son frère qui est dans la boîte de prod à Paris et il lui dit: «Écoute, on est dans la merde, on cherche une nana qui sait faire, du plongeon et de la natation et qui est un minois qui pourrait passer à la télé». Et il raccroche, il me raconte ça et forcément moi je lui dis: «Ben, moi, je peux faire un peu d'acrobatique sur un plongeoir et je sais nager, quoi». Et je sais pas, je sais pas ce que tu penses de mon minois, mais je pense que je peux passer à la télé. Donc voilà, je me suis retrouvée j'étais la seule pour le casting. Je suis allée du coup du côté de Fouras là-bas et j'ai fait un casting en live. Je m'étais entraînée, dans une piscine à Sablé justement, quelque temps, avant le casting et j'avais du mal à trouver mes marques en double salto plongeon. Donc j'arrivais dans l'eau avec les yeux ouverts et du coup, je suis arrivée au casting, j'avais un coquard à chaque œil parce que, ben, forcément, j'avais dit que j'étais capable de faire double salto plongeon. Théoriquement, je l'étais. Après, dans la réalité, ben, j'avais du mal à trouver mes marques. Donc, voilà. Donc, je suis arrivée au casting avec des cocards. Mais comme il y avait que moi et que ce jour-là, la mer était démontée et qu'ils ont vu que même la mer démontée, j'allais y aller, ben, du coup, ils m'ont prise et j'ai fait une saison sur Fort Boyard.
Tu ressens le besoin un peu plus tard de t'éloigner de ta famille et de ton cercle d'amis, de prendre le large. Tu pars pour l'Angleterre, puis pour le Canada, et c'est à ce moment-là que tu démarres un voyage intérieur. Yes. Alors, en fait, du coup, tu vois, en faisant le lien par rapport à tes questions, ce que je me dis et ce que je réalise, aussi, en racontant ça, c'est que, depuis toute petite, je suis droguée à l'adrénaline, en fait, et la gymnastique, c'est aussi ça demande du cran, mais c'est aussi, j'avais cette habitude de prendre des risques. Tu vois, salto avant sur une poutre, double vrille au sol, tout ça, ça m'amenait dans et pareil, à l'époque, je le savais pas, mais il y avait comme quelque chose où la prise de risque a toujours fait partie de ma vie. Et du coup, je prends cette prise de risque ultime d'une certaine façon, mais parce que j'en ressens le besoin. J'ai besoin d'aller apprendre l'anglais. Je sais pas quoi faire de mon cuir et pas envie de rester en France, donc je pars à l'étranger, seule avec ma Clio. Et je suis partie, voilà, toute seule, 1 an à l'étranger. Alors j'avais un point de chute pour les premières semaines, mais après ça a vraiment été seule au monde, quoi. Et ça a été initiatique, ouais. Tu rentres en France, tu commences à travailler dans une agence événementielle où tu commercialises le théâtre en entreprise, et parallèlement à tout cela, tu découvres le développement personnel. Alors raconte-nous cette Yes, découverte. j'arrive à Dieu-le-Fit en Drôme. Alors déjà, rien que le nom, c'est vraiment, ça a vraiment été pour moi une nouvelle naissance d'arriver dans ce village où je travaille comme responsable événementiel pour l'agence de com, mais en parallèle, comme je suis bah, dans un tout petit village où il y a énormément de médecine alternative, on peut dire marginaux, en tout cas une façon de vivre qui est un peu décalée de là où je viens. Et je commence à découvrir plein d'approches et à l'époque, j'ai eu des problèmes de santé qui commençaient à arriver parce que bah, forcément, quand on n'est pas tout à fait droit dans ses bottes, on somatise. Et c'est une période où j'ai été beaucoup en recherche de sens, en fait. J'avais besoin, je me disais, mais je comprends pas, il y a tout qui va, j'ai tout pour moi. Et il y a un truc à l'intérieur qui me dit, tu vas t'effondrer, ça ne va pas. Et j'avais vraiment des émotions très intenses où je sentais un vide à l'intérieur énorme, quoi. C'est à ce moment-là que tu découvres l'art-thérapie. Pas encore. Non, à cette époque-là, j'ai découvert la dantosophie, j'ai découvert le décodage biologique, la kinésiologie, beaucoup de pratiques qui étaient nouvelles pour moi, mais qui sont aujourd'hui, on va dire, assez répandu, mais c'était vraiment pour moi la découverte de toute cette médecine alternative où on prend un peu les gens dans leur globalité ou avec un point précis et différentes portes d'entrée. Et surtout, voilà, vraiment des rencontres de personnes qui vont bien et ça m'a fait du bien. Et avant ça, le développement personnel, c'est pas quelque chose qui t'intéressait. Pas du tout. Non, non, pas du tout. Moi, j'ai vraiment ce voyage en Angleterre et le fait d'être seule au monde. Et puis, c'est le moment où j'essaye de commencer à communiquer avec ma mère parce que je me rends bien compte qu'il y a un problème avec maman. Et je ne réussis pas parce que je suis maladroite, je pense, à l'époque, à obtenir soit des réponses ou en tout cas à favoriser la communication avec ma famille. Donc voilà, je décide de prendre soin de moi comme je peux. Et justement, on parlera de cette période date anniversaire qui se Mmh, répète inlassablement, mais un tout petit peu plus tard, si tu le veux bien. Tu bien sûr. découvres le Théâtre Forum. Yes. J'ai découvert ça avec toi. Est-ce que tu peux nous expliquer? Yes, alors une fois que j'ai terminé de travailler à Dieu-le-Fit, je suis descendue à Avignon parce que voilà, j'avais été recommandée chercher du travail. L'entreprise pour laquelle je travaillais est en liquidation judiciaire et je me retrouve à découvrir je suis responsable événementiel dans une agence de communication où je commercialise du théâtre en entreprise. Et je trouve assez moralisateur de venir parler de santé, sécurité aux gens avec du théâtre d'interprétation, mais à aucun moment on ne laisse la parole aux gens sur qu'est-ce qui fait qu'ils prennent des risques, qu'est-ce qui fait qu'ils se mettent en danger, pourquoi ils sont ces comportements-là. Et je découvre grâce à Étincelle, qui est le premier organisme de formation qui m'a fait découvrir le Théâtre Forum. Je découvre
vraiment la partie participative où on joue une scène qui se termine mal et on demande aux gens ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent et avec qui ils se sentent en solidarité. Et quand les gens commencent à parler, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les mêmes représentations, qu'ils n'ont pas les mêmes points de vue. Et petit à petit, quand quelqu'un a une proposition, on le fait monter sur scène. Et donc, il monte sur scène et il vient remplacer un comédien. Et voilà. Et pour moi, c'est un coup de foudre à l'époque parce que on commence à toucher à l'intériorité, aux représentations, à ce qui se passe à l'intérieur des gens. Et en même temps, on le fait avec un outil exceptionnel qui est le Théâtre Forum, qui a été créé par Augusto Boal dans les années 70 au Brésil. Et qui part du principe que dans la vie, on est tous oppressés ou oppresseurs. C'est ça. Alors, le théâtre de l'opprimé, à la base, part du principe que dans la vie, il y a les oppresseurs et il y a les opprimés. Et puis petit à petit, c'est forcément appréhendé, intégré, digéré et formé. Il y a beaucoup d'écoles qui s'ouvrent et on passe au théâtre forum où mon point de vue aujourd'hui, c'est que dans la vie, on est tous à un moment donné oppresseurs et parfois on est opprimés. Et c'est une espèce de danse où c'est bien de mettre de la conscience sur tiens, quel rôle je suis en train de jouer et est-ce que c'est complètement OK pour moi de le jouer. Et alors moi, je connais pas grand-chose au monde du développement personnel, mais le jeu théâtral, c'est censé libérer quoi? La parole, des douleurs enfouies? Ouais, l'idée, dans l'intention dans laquelle j'étais à l'époque, c'était vraiment de faire émerger une conscience collective à partir d'une problématique commune et qu'on puisse se rassembler et se rendre compte que quand on a une problématique, selon son éducation, son sexe, son histoire, son expérience, on va pas avoir les mêmes points de vue. Et ça n'empêche qu'on a une problématique commune. Et l'idée, c'était vraiment de réunir et d'amener à des gens qui sont très différents. Je me souviens de scènes où j'avais des syndicats et des patrons dans l'assemblée. Et il y a cette espèce d'opposition et de guerre entre les patrons et les syndicats. Et je me souviens un jour où j'ai pris le risque de faire jouer le patron qui avait pris la parole. Je lui ai proposé de jouer le syndicat. Et le syndicat, je lui ai proposé de jouer le patron. Et en fait, on s'est rendu compte, en faisant la scène, qu'à aucun moment, ils cherchaient un endroit où se rejoindre, en fait. Et c'est vraiment le principe du théâtre forum, c'est comment je peux faire des liens, comprendre mes représentations et dans quelle mesure je peux faire un pas vers l'autre pour trouver des solutions collectivement. Et puis, il n'y a pas que le travail dans la vie, tu tombes enceinte. On pourrait croire que comme beaucoup de femmes, tu es sur une sorte de nuage. Mais tu m'as confié en préparant l'interview que ces grossesses t'ont toujours amené vers une sorte de côté obscur. C'est exactement ça. Alors, comme j'avais eu des soucis de santé, j'avais 3 chances sur 5 d'être stérile. Donc, je pensais que ce serait compliqué. Et puis, c'est vrai que je suis tombée rapidement enceinte. Mais il y a eu quelque chose dès le début, assez puissant de il faudra que dans 9 mois, quelque chose d'énorme sorte de moi. Et j'ai été très angoissée dès le début. Et oui, c'est vrai qu'on peut dire que il y avait quelque chose d'assez inquiétant pour moi dans la grossesse. Et puis, bon, la prise de poids, l'immobilité progressive, voilà, c'était pas forcément une autoroute pour moi. Lors de ta seconde grossesse, enceinte de 7 mois, tu chutes dans un escalier. Fort heureusement, tu t'en sors bien, mais c'est un véritable déclic qu'il se passe. Tu te rends compte que ta mission est de libérer ta lignée. Avant que tu nous racontes cet épisode de ta vie, il faut que tu expliques aux personnes qui nous écoutent ce que sont les blessures transgénérationnelles. Yes, alors grâce à l'épigénétique, qui est vraiment la transmission des gènes dans l'environnement, on peut permettre, malheureusement, des émotions traumatiques sont transmises d'une génération à une autre. C'est-à-dire que, en fait, les générations qui nous précèdent vivent des événements difficiles et on sait que dans toutes les lignées, il y a des événements compliqués. Et à l'époque, les gens n'avaient pas ni réflexe, ni recul ou la capacité, selon l'intensité de l'événement auquel ils sont confrontés, à traiter l'information de ce à quoi ils sont exposés. Et du coup, de génération en génération, à travers l'épigénétique, on sait à présent, ça n'est plus un scoop, que les stress traumatiques se transmettent de génération en génération. Donc le transgénérationnel, c'est vraiment la situation
où, en tant qu'individu et notamment pour les enfants, il se passe des choses, notamment entre 0 et 3 ans, ben, les enfants ont encore un pied dans l'invisible, hein, entre guillemets, et il y a parfois des comportements qui peuvent être inquiétants. En tout cas, aujourd'hui, de par mon expérience et puis du coup, ben, mon expérience personnelle et puis à force d'écouter les gens, je me rends compte qu'il y a des fantômes, on les appelle les fantômes grâce à Bruno Clavier. Il y a des fantômes dans toutes les lignées, plus ou moins actifs, et ça va amener soit des difficultés dans l'enfance, l'adolescence et à l'âge adulte. Ça amène des maladies. J'ai écouté hier quelqu'un qui s'est retrouvé avec un cancer de l'utérus à 22 ans. Voilà, pour moi, ça allume une alarme et je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans la lignée? C'est pas possible. Et on va dire des répétitions. C'est ce qui est le plus flagrant en fait. C'est vraiment la notion de répétition. Une situation où des personnes qui viennent nous faire travailler et une émotion répétitive qui s'amplifie au fur et à mesure des années. Tout à l'heure, tu parlais de ta date d'anniversaire, de cette période autour de ton anniversaire, et tu t'es rendu compte justement d'un schéma répétitif. Yes, alors ça a commencé par rapport au premier événement, parce que j'ai fait les liens après, mais au premier événement qui m'était arrivé en Angleterre. Et à partir de cet événement-là, ben, tous les ans, à ma période d'anniversaire, comme je suis, euh, je suis née le 25 avril, à ma période d'anniversaire, il arrivait des choses. Donc, c'était d'abord somatique, où j'ai eu ces problèmes de santé. Et puis, après, ça a été voilà, des événements. Et j'ai observé, année après année, qu'à chaque fois, à la période de mon anniversaire, il m'arrivait des tuiles, comme je les disais. Et j'avais cette impression que ben voilà, la date d'anniversaire était chat noir, quoi. Et justement, donc on en parlait tout à l'heure, tu chutes dans un escalier enceinte de 7 mois et tu découvres que le jour où tu tombes dans les escaliers, c'est le 18 avril, la date Yes, du décès de ta grand-mère. c'est ça. Et en fait, je me retrouve hospitalisée. Puis c'est vrai que du coup, je me suis remémoré l'événement, mais c'était voilà, c'était. J'allais chercher du matériel à un étage. J'étais avec une copine enceinte donc de 7 mois et demi. Je sais me repérer dans l'espace. Je savais exactement où j'étais. Mais voilà, je fais ce que j'ai à faire. Je me retourne et là, je me rends compte que je suis déjà dans le vide. Il n'y avait pas de garde-corps sur cet étage-là. Et donc, je tombe d'un étage sur l'escalier en bois, juste en dessous, que j'éclate. J'ai le réflexe d'envoyer mon épaule pour pas tomber à plat ventre. Parce que, ben, réflexe sûrement de gymnaste, pardon. Mais du coup, j'envoie l'épaule droite et je tombe vraiment sur le dos, sur l'escalier. Et puis ben là, j'ai eu la respiration de couper pendant voilà quelques secondes qui m'ont paru des minutes où j'ai cru que j'allais pas reprendre ma respiration. Et puis là, le noir est arrivé où ben voilà, j'étais emmenée par les pompiers. Et forcément, enceinte de 7 mois et demi, voilà, mon conjoint avec le recul m'a dit, je me suis vue avec un prémat, veuf avec un prématuré, quoi. Alors parfois le visible et l'invisible se rencontrent, c'est le chamanisme et d'autres intuitions qui te permettent de te réparer, de réparer ta lignée. Lorsque l'on ne connaît pas le chamanisme, on imagine facilement un grand chef indien dans son tipi. Le chamanisme, c'est bien plus que ces clichés évidemment, c'est une pratique spirituelle à tendance mystique. Ouais. Explique-nous exactement ce que c'est et explique-nous comment concrètement cela peut aider les gens lorsqu'ils sont dans des impasses. En fait, le chamanisme, pour moi, est une possibilité d'aller du côté de l'invisible. Moi, au fur et à mesure des années qui passaient, c'est venu à moi. Il y avait beaucoup de choses en dehors de la date d'anniversaire. Il y avait à chaque fois que j'étais dans une démarche de développement personnel, à chaque fois l'histoire de ma grand-mère ou le nom de ma grand-mère ou la date de naissance. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui me ramenait à ma grand-mère. Et c'est vrai que le travail chamanique, dès le début où j'ai pratiqué, j'ai eu accès à des informations concernant ma grand-mère que j'avais besoin d'apprendre, de comprendre, d'entendre. Et petit à petit, à chaque fois que j'étais dans cette démarche, eh ben, j'arrivais à faire de plus en plus de liens en fait. Souvent, on entend les gens dire j'ai tout ce qu'il faut, pourquoi ça ne va jamais? Tu penses que c'est vraiment une question transgénérationnelle? Ouais, moi en plus, les années passent, forcément de plus en plus de patients, j'écoute les gens et il y a cette souffrance qui est inhérente au fait que l'on est humain, mais il y a aussi et surtout
des blessures qui sont soit de l'enfance, parce que j'ai vécu quelque chose de traumatique dans l'enfance, et ça m'appartient à moi dans ma chair, mais pour moi, on est un peu deux entités. Il y a ce que j'ai vraiment vécu et il y a ce que mes ancêtres ont vécu, qui est à l'intérieur de moi d'une façon ou d'une autre, d'une façon active ou pas, d'une façon pathologique ou pas, mais on appartient à une lignée et donc il y a forcément une dimension de notre histoire qui s'est jouée dans des générations précédentes et où si on ne met pas de conscience dessus, si on ne met pas de mots dessus, si on ne vient pas se plonger d'une certaine façon à cet endroit-là, eh ben, on se fait, il y a un moment où on se fait rattraper en fait. C'est vraiment quelque chose. Moi, j'ai cru que j'allais y passer, et c'est ce qui a fait ce jour-là que je me suis dit, ok, donc là, ma tante me dit le 18 avril, c'est la date de la mort de mamie, et là, je me dis bon bah ok, donc là en fait, c'est pas du tout ma date d'anniversaire qui est chat noir. C'est cette date-là, et pour que ça vienne toquer là, c'est que j'y vais avoir besoin d'informations, parce que sinon je vais y rester, quoi. Et puis tu deviens formatrice et intervenante au sein d'entreprises. C'est comme ça que tu te retrouves à former des conseillers d'insertion et de probation à l'École nationale d'administration pénitentiaire. Tu rencontres des plasticiennes qui viennent travailler sur la prévention de la récidive grâce aux arts plastiques. Là, c'est le déclic. Alors qu'il y a des personnes qui donneraient tout pour échapper à la prison, toi, tu veux y aller. Ah oui, oui, moi il y avait un truc, laissez-moi rentrer, laissez-moi rentrer. Ça me fait penser à ce petit oiseau là dans Le Roi Lion. Ouais, moi il y a eu quelque chose d'assez fascinant de voir que certains des plasticiens allaient en prison pour travailler sur la récidive, et je me disais ben parce que je faisais déjà de par mon métier le grand écart entre l'entreprise et l'artistique avec le théâtre. Et là je me disais mais amener l'art en prison, ben, il n'y a rien de plus évident pour sublimer et pour permettre à ces gens d'avoir une seconde vie, parce que d'une certaine façon, moi, c'est d'être dans mon corps, de faire du sport, de pratiquer, du coup, au bout d'un moment, de découvrir l'art-thérapie, qui fait que ben, on est bien plus que nos actes, en fait. Alors juste avant de continuer dans ton parcours, je vais rappeler aux personnes qui sont dans l'audience qu'elles pourront tout à l'heure lever la main pour venir on stage et te poser plein de questions. Parle-nous un peu de ton travail d'accompagnement en prison. Ouais, alors je suis dans une équipe avec des infirmiers, psychiatres, psychologues, et je reçois, pour le moment, j'ai fait ces derniers temps en individuel à cause du contexte. Donc j'ai des patients qui sont essentiellement des jeunes adultes. Je travaillais avant dans une maison centrale, donc avec des patients qui avaient des longues peines, dont des cas assez graves et où la maladie mentale était assez présente. Et là, je suis plutôt dans des cas avec plutôt un côté névrotique et adolescent, de la délinquance en fait. Et j'ai essentiellement des jeunes adultes entre 20 et 30 ans. Et il t'arrive de nouer des liens forts avec tes patients? Moi, je ne sais pas ne pas nouer des liens forts en fait. Moi, en fait, qui dit lien dit fort, parce que bah voilà, maintenant que je mets les mots avec l'hypersensibilité, bah oui, moi, pour moi, les liens sont forts, et j'ai un lien particulier avec le premier passant que j'ai rencontré il y a 2 ans, qui est un borderline, un jeune homme qui était moldave et qui était en grande difficulté au sein de cette prison quand je suis arrivée. Et je l'ai suivi pendant 9 mois, une fois par semaine. Et il a été aussi l'objet, avec son accord, hein, de mon travail de fin d'études, de mémoire. Et c'était quelqu'un voilà, qui avait fait des tentatives de suicide, qui était dans l'auto-agression, dans l'hétéro-agression aussi. Enfin, il y avait quelque chose qui était insupportable pour lui. Et petit à petit, au fur et à mesure des séances, voilà, on a grandi tous les deux, parce que ben, moi, je découvrais la prison et lui m'a fait confiance. Et c'est vrai que ben, ça a été une super belle histoire, parce il s'est vraiment appuyé sur le travail thérapeutique. En plus, il se trouve que c'était un haut potentiel aussi. C'était un garçon qui parlait plusieurs langues, qui était en errance depuis l'âge de 15 ans. Il était en prison pour des cambriolages. Mais il y avait quelque chose chez lui je le voyais, il y avait une intelligence qui était incroyable. Et petit à petit, bah, il a commencé à lire Nietzsche, Freud, et puis il arrivait toujours en séance avec des questions
Ben voilà, moi je sentais que je me disais, mais voilà pourquoi j'avais envie de faire ce métier, parce que il est sorti, il a eu une réduction de peine, une expulsion, et il est sorti de prison assez rapidement, et il m'a donné des nouvelles, et tout va bien, voilà, et c'est quelqu'un qui est stabilisé. Alors après, je ne sais pas la suite de l'histoire, mais en tout cas, il était stabilisé, et c'est vrai que c'est d'offrir ces espaces-là qui m'a donné envie d'aller travailler en prison, parce que malheureusement, on considère que ces hommes ne méritent pas forcément un accompagnement, comment dire, pluridisciplinaire. Et moi, c'est aussi ça que je viens illustrer, c'est qu'il y a très peu d'art-thérapie aujourd'hui en prison. Tu accompagnes essentiellement des hommes? Ouais. Moi, je me sentais pas d'aller travailler avec les femmes. Déjà parce qu'il y a que 1% de la population carcérale qui est féminine. Et donc, il y a très peu de femmes en prison. Et donc, il y en avait pas autour de chez moi. Et en plus, il y a beaucoup d'enfanticides chez les femmes qui sont en prison. Et c'était pas un sujet sur lequel je me sentais d'accompagner, en fait. Parce que j'étais jeune maman. Et quelle différence y a-t-il entre un patient en prison et un patient classique, hormis les barreaux? Ben, l'enfermement, ça rend malade, en fait. Donc, le double enfermement, parce que moi, ce que j'observe avec les patients que je suis, et c'était le cas pour moi aussi, en fait, c'est que j'étais moi-même enfermée, petite fille dans un corps de garçon, ou petit garçon dans un corps de fille. Enfin, ça a été complexe, mais moi, je pense que on est coincé un peu dans notre tête, et quand s'ajoute à ça une oppression telle que l'enfermement, voilà, sur 4 personnes, on va dire normales entre guillemets, parce que bon, la normalité c'est toujours un concept, qui se retrouvent enfermées. Sur 4 personnes, il y en a une qui décompensera. Donc la maladie mentale, de toute façon, intervient même si on n'est pas malade avant d'être en prison. Donc c'est ce qui est le plus compliqué en fait, c'est d'amener ces gens dans un paradoxe que la liberté, ça commence à l'intérieur, et que bien sûr que les conditions de détention, c'est compliqué, et que la prison, c'est horrible, dans l'absolu. Vraiment, c'est quelque chose qui est délicat. Et en même temps, s'ils arrivent à goûter à une liberté intérieure à cet endroit-là, alors ils peuvent transformer, s'appuyer, recréer quelque chose, parce que c'est des gens qui sont responsables de leurs actes pour la majorité, mais souvent c'est des gens qui sont victimes de la vie et Oui, qui c'est ce ont que des tu me disais. enfances. Ouais. En préparant l'interview, tu m'as expliqué que tu condamnais les actes des personnes qui sont enfermées, mais tu ne les considérais pas à 100% coupables de leurs actes. Non, parce que justement, les blessures de l'enfance et le transgénérationnel sont à leur paroxysme dans ces espaces. C'est-à-dire que je côtoie des histoires de vie où même dans mon imagination, je ne suis pas en capacité d'imaginer ça. Je vais me faire un peu l'avocat du diable un instant. On parle malheureusement trop souvent de récidivistes. La Mmh. thérapie, l'art-thérapie, oui, mais pour des cas, entre guillemets, désespérés, est-ce que c'est pas un peu léger? Est-ce qu'il conviendrait pas mieux finalement qu'ils restent en prison toute leur vie? C'est une question auquel je ne peux pas répondre. Je n'ai pas d'avis par rapport à ça. Pour moi, je pense que une majorité des gens qui sont en prison ont besoin de soins, mais comme c'est la dernière liberté qu'ils ont, c'est de ne pas se soigner, ce qui est complètement aberrant à mes yeux, ça pour le coup. Oui, parce que l'obligation des soins n'est pas obligatoire en Non, France. non, ils n'ont pas d'obligation de soins. Ils ont une obligation de soins quand ils sortent de prison. Mais pour moi, c'est tout le paradoxe, c'est que on décide d'enfermer, et dans ce cas-là, si on enferme, mais je pense que tous les soignants seraient pas d'accord avec moi, mais pour moi, on doit obtenir l'adhésion des gens en prison à une forme de transformation, qu'elle soit sociale, professionnelle, relationnelle, psychique, émotionnelle, mais en tout cas, c'est des gens qui devraient avoir un planning d'activité et de possibilités pour découvrir le monde. Pour moi, il devrait y avoir une prise en charge de ces gens en pluridisciplinaire, où ils devraient, au-delà de pouvoir s'instruire, au-delà de pouvoir avoir accès à l'art, avoir des possibilités de compréhension, de transformation et des suivis qui devraient être beaucoup plus exigeants et importants que ce qui existe aujourd'hui, quoi. Pour moi, ce n'est pas optimisé. Donc c'est le personnel pénitentiaire qui n'est pas formé assez bien. Ouais, c'est une chose, c'est que le personnel pénitentiaire,
c'est pas forcément déjà leur métier, mais malheureusement, n'ayant pas de formation, ne serait-ce qu'à l'intelligence émotionnelle ou à la relation, il y a déjà l'enfermement qui rend malade, et derrière, il y a des postures de certains surveillants, de certaines personnes qui sont maltraitantes, clairement. Mais parfois par l'ignorance, et puis parfois par voilà, l'incapacité de se mettre à la place de l'autre, parce que je me demande dans quelle mesure on peut être empathique et considérer que l'enfermement est la seule solution. Bérengère, on arrive doucement vers la fin de notre entretien. Yes. Je vais rappeler aux personnes qui sont dans l'audience qu'elles peuvent lever la main dès à présent pour nous rejoindre on stage et te poser des questions. Toi, aujourd'hui, avec Alchimie, tu lances un programme 100% digital qui accompagne les femmes hypersensibles en milieu de vie à se libérer des blessures de l'enfance et transgénérationnelles. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, moi j'ai fait une crise de milieu de vie assez tonique, tout en étant suivie depuis 20 ans par différentes techniques, et notamment ces dernières années, voilà, j'avais vraiment un suivi assez intense, et j'ai choisi parce que j'ai pu me libérer de cette problématique transgénérationnelle, et donc j'ai compris qu'une partie de ma raison d'être, c'était de libérer ma lignée. Je me suis dit que ce que j'avais compris, ce que j'avais appris, ce que j'ai métabolisé, j'ai envie de le mettre à disposition de toutes ces femmes qui sont en milieu de vie. Et comme on vit les crises, voilà, la crise d'adolescence, mais on est plutôt dans la désidentification. Quand on arrive en milieu de vie, il y a quelque chose de très fort en soi qui a envie de s'affirmer, qui a envie de vivre sa meilleure vie, et où il y a une conscience de la mort, ou qu'on est à la moitié de la vie et qu'on a envie d'en profiter. Et souvent, cet enfermement dont j'ai pu parler, de la souffrance ou des émotions qui sont, ou même la maladie, de venir, grâce à un programme qui réunit art-thérapie, méditation et communication non violente, qui sont les 3 piliers aujourd'hui de ma stabilité émotionnelle, intellectuelle, psychique, spirituelle. Voilà, et je me suis dit, il faut que j'arrive à accompagner des femmes qui sont peut-être chez le psy depuis des années et n'ont toujours pas réussi à faire les liens, ou toujours pas réussi à mettre des mots ou à comprendre. Donc voilà, donc je lance ce programme dans les semaines qui arrivent, parce que là, c'est vraiment tout récent. Et la communication non violente, pour rappel, c'est ? Ça a été créé par Marshall Rosenberg aux États-Unis, qui est un homme qui a également beaucoup accompagné. Il était psychothérapeute, il me semble, ou psychologue, je ne me souviens pas là spontanément. Et en fait, à force d'écouter les gens, il s'est rendu compte que quand on est vraiment dans une relation sincère à soi, on est en capacité d'exprimer ses émotions à l'autre en lui parlant de ses besoins, de ses valeurs, et sans agresser l'autre. Il parle du mode chacal et du mode girafe. Et en fait, il explique dans quelle mesure mes besoins sont autant importants que les besoins de l'autre, mais qu'il y a une forme de communication où on vient clarifier d'où ça part à l'intérieur, et où on peut, même en ayant des besoins qui parfois on a l'impression qu'ils s'opposent, dans les stratégies de réussir à créer de la cohérence et de la communication qui n'agressent pas l'autre, en fait. Et puisque tu accompagnes des hommes en prison et des femmes à l'extérieur, est-ce que tu dirais que on ne capte pas les choses de la même façon, on ne se soigne pas de la même façon, ou tu ne soignes pas de la même façon ? C'est intéressant cette question. Bien sûr que je ne soigne pas de la même façon, dans le sens où c'est féminin-masculin. Par contre, j'amène la méditation, la communication non violente et l'art-thérapie en prison, et que tout ce que je pense peut être au service du développement
de la guérison du patient, je l'apporte, que ce soit au féminin ou au masculin. Merci beaucoup Bérangère, merci à tous d'avoir été présents. N'hésitez pas à suivre les personnes on stage et autour de vous, je ne le répéterai jamais assez. La richesse, l'essence même de Clubhouse, c'est l'échange et la collaboration. Vous pouvez retrouver Bérangère et son site Alchimie qui doit être dans sa bio. Vous pourrez écouter le replay de l'interview d'aujourd'hui grâce au lien qui se trouve dans ma bio ou dans le descriptif du club. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y inscrire. Quant à nous, on se retrouve demain à 20h15. On parlera de baby care et d'impact sur le monde avec Luca Nannini. Bonne soirée à tous. Merci Lola.